Mesdames et messieurs, bonjour, et d'abord un double bravo pour être ici dès 9h15 un samedi matin, et bravo pour avoir choisi le thème le plus important dans le cycle le plus important, puisque nous sommes ici dans Penser le long terme, et que pour penser le long terme, il faut commencer par la recherche. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos, je suis pas mal l'économie, et la recherche, c'est un peu un angle mort. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour que les économistes commencent à se dire que la recherche qui permet l'innovation, elle ne tombe pas du ciel, il faut la fabriquer, il faut mettre de l'argent dedans. Ça a été les théories de la croissance endogène. Et à l'échelle des entreprises, on est aussi dans un domaine en pleine interrogation. Avant, la recherche se faisait dans les grands groupes, maintenant elle se fait beaucoup ailleurs. Avant, on estimait qu'un centre de recherche devait être un bunker. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont tendance à en faire des campus ouverts. Vous allez assister à une performance, puisqu'en 75 minutes, les intervenants vont bâtir cette économie de la recherche avec des chercheurs, des ingénieurs, des économistes. Et la première brique va être posée par Christian Stophaez. Christian, qui représente donc le Cercle des économistes, qui est économiste en chef du Conseil général de l'industrie, qui est ingénieur, qui a travaillé en entreprise à EDF et aussi en ministère. Christian, à vous de camper le décor de cette session. Bon, nous traitons de la recherche du point de vue économique, donc la recherche comme un investissement, et probablement comme l'investissement fondamental. L'investissement dans les connaissances et l'investissement dans les produits et procédés nouveaux, l'innovation. Alors ce sujet a été abordé dans plusieurs sessions de cette conférence. Là, nous regardons vraiment la question de la recherche. Alors d'abord, une remarque mise en perspective. La recherche est un concept qui est issu du XXe siècle. Le XXe siècle a vu l'institutionnalisation de la recherche. Alors avant, il y avait d'autres concepts. Il y avait la découverte, il y avait l'ingénieur, il y avait la technique. La recherche est institutionnalisée. Bon, la recherche a pris son autonomie par rapport à l'université. Je rappelle que la France a créé le CNRS en 1938, séparé de l'université. C'est acte fondamental. Ensuite, on a eu les grands instituts de recherche. Deuxièmement, on a eu la big science, c'est-à-dire le moment où les gouvernements ont décidé de mettre d'importants crédits pour développer des programmes de recherche. Je pense en particulier au projet Manhattan, qui a fondé la recherche nucléaire, le prototype des grands programmes du XXe siècle, suivi aussi par le programme spatial et bien d'autres. Voilà. Alors la question est de savoir qu'est-ce que ce modèle devient au XXIe siècle. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va se transformer? On voit déjà beaucoup de signes d'évolution. Bon, par exemple, la recherche dans les grands groupes est moins efficace. Les start-up, le modèle aujourd'hui qui a réussi, c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley, ce sont des entrepreneurs. Que deviennent les grands instituts et que deviennent les grands programmes? Bon, la NASA, les programmes nucléaires sont à l'arrêt dans beaucoup de pays. C'est ça qui a fondé la Big Science et ça a été drastiquement révisé, notamment aux États-Unis et en Europe. Est-ce qu'on va trouver de nouveaux moteurs de recherche? À partir du moment où on fonctionne sur des crédits publics, il faut arriver à trouver les sujets qui motivent les gouvernements pour dépenser de l'argent. Alors, il y a eu longtemps la défense nationale, dont il faut reconnaître qu'elle a engendré beaucoup d'innovations et de recherches qui ont structuré l'économie moderne. On sent que la défense est moins fondamentale aujourd'hui, notamment parce qu'on est dans un monde beaucoup plus pacifique. Bon, il y a du terrorisme et la guerre froide n'est plus là. Est-ce qu'on va trouver de nouveaux moteurs qui vont inciter les gouvernements à dépenser de gros budgets? Ça, c'est avec une question fondamentale. Il y a notamment tout ce qui tourne autour de... Autre point important, la coopération internationale. La recherche a été longtemps marquée par une période impérialiste où les pays rivalisaient en matière de découverte scientifique. On se protège. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va développer davantage la coopération internationale? On commence à avoir déjà des grands programmes où on partage les financements. Les institutions de la coopération internationale en matière de recherche. Donc voilà quelques problématiques qui vont se poser. Alors aussi la problématique des budgets. Actuellement, les pays occidentaux dépensent environ 3 points de PIB
pour les investissements de R&D. Il y a aussi la comptabilisation de la recherche. C'est un investissement immatériel. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des infrastructures. C'est de l'immatériel, et donc il y a évidemment un problème de valorisation. Qu'est-ce que c'est que la recherche? Quelquefois ça vaut très cher, quelquefois ça vaut rien. Donc il y a un problème de comptabilité et de normes comptables. Alors il y a des conventions internationales, il y a la convention de Frascati par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer tout cela à mesure que les concepts changent? Donc voilà quelques-unes des questions qui sont posées au panel. Alors nous avons pas mettre véritablement un ordre de présentation. Chacun va s'exprimer en fonction du domaine scientifique où il exerce son activité. Merci, Président. Merci Christian. Donc nous allons commencer notre tour avec Luc Montagnier. Luc est un chercheur qui a trouvé 750 brevets. Il a déposé, il a notamment décrit le virus du VIH en 1983, qui a contribué à lui valoir le prix Nobel en 2008. Prix Nobel de médecine. Professeur, vous avez longtemps travaillé à l'Institut Pasteur, donc la recherche, ça a été votre vie. Racontez, ça l'est encore, racontez-nous votre regard sur ce domaine. Merci. Je ne veux pas vous raconter mon histoire, ça serait trop long, et presque un roman. Mais simplement pour vous dire d'abord que la recherche au XXIe siècle, ce n'est pas un luxe d'une société, c'est une nécessité. Et je suis content d'ailleurs que d'autres pays, que les pays classiquement à la pointe de la recherche, comme l'Europe et les États-Unis, sont maintenant rattrapés par d'autres pays émergents qui aussi ont compris que la recherche était très importante. Alors, cette recherche, elle fait face à des problèmes. Nous avons des problèmes de notre temps. Et le premier problème, c'est l'énorme expansion démographique, qui est d'ailleurs en grande partie liée au progrès de la médecine, de l'hygiène, etc., et du bien-être. Mais nous avons affaire vraiment à un énorme problème qui est ce que 9 milliards de personnes puissent vivre sur notre planète, et pas seulement une minorité. Ceci est un problème fondamental. Le deuxième problème, c'est le vieillissement des populations. Vieillissement d'ailleurs qui est lié au fait que la durée de vie moyenne a considérablement augmenté. En fait, depuis 1850, on voit une sorte de droite linéaire d'augmentation de la durée de vie, malgré les énormes boucheries, les guerres du XXe siècle, qui sont simplement des accidents, mais qui n'empêchent pas la montée de la courbe. Alors, cette courbe, elle va s'arrêter, bien entendu. Nous avons un programme génétique qui fait que nous ne sommes pas immortels. Et que donc nous avons un programme de vieillissement qui nous fait disparaître dans des mauvaises conditions. Donc le nombre de maladies augmente, notamment les maladies chroniques, les maladies neurodégénératives, les cancers. Ceci est lié probablement aussi à des facteurs d'environnement. Et donc nous avons, par notre activité même et l'énorme activité liée à la globalisation du monde, nous avons augmenté beaucoup les facteurs nocifs d'environnement. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, l'alimentation par l'agriculture industrielle, les pesticides, etc. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que nous sommes dans un brouillard électromagnétique. Ceci ne semble pas avoir de conséquences, mais nous communiquons partout. Si un astronome de Sirius regardait la Terre, il verrait une Terre qui aurait les moyens de détecter l'émission de radiation électromagnétique, notamment les radiations hertziennes de courte longueur d'onde, il verrait une planète devenir extrêmement brillante. Et ceci est un phénomène tout à fait nouveau. Et nous ne connaissons pas les conséquences à long terme. Mais je répète que la recherche aussi devrait se pencher là-dessus. Donc voilà un petit peu les grands problèmes. Et bien sûr, la médecine, on attend de la médecine beaucoup de choses. Et cette médecine dépend beaucoup de la recherche. Et bien sûr, je suis tout à fait concurrent à ce que disent nos collègues, que cette recherche, elle est à la fois appliquée, orientée, focalisée, mais aussi elle doit être libre. La curiosité scientifique est le moteur principal de la recherche fondamentale et elle doit le rester. Et ceci ne nécessite pas forcément des grands instituts, mais une attitude ouverte, un esprit ouvert, et surtout actuellement pour la biologie, la recherche de l'interdisciplinarité. Et moi-même, je m'ouvre actuellement avec, bien sûr,
une éducation assez sommaire dans ce domaine vers la physique quantique. Et je vais, pour terminer, par un blasphème, pour certaines personnes qui est un blasphème, la biologie numérique développée d'abord par Jacques Benveniste, entre actuellement dans sa concrétisation, on peut dire, et dans la science, bien entendu. C'est pas du charlatanisme. Ceci veut dire qu'on peut transmettre par l'enregistrement de signaux électromagnétiques produits dans l'eau des structures de l'ADN et les faire passer dans des cellules vivantes et avoir des effets biologiques par cet ADN. Donc là, nous entrons dans un nouveau paradigme et je pense que ce paradigme va être extrêmement fécond, comme l'a été la biologie moléculaire depuis Watson et Crick, depuis 1953. Merci. Merci professeur pour cet appel à l'ouverture d'esprit et à l'interdisciplinarité. Donc vous avez donné des exemples frappants. Mais on va continuer dans le médical avec Patrick Erra. Patrick est gastro-entérologue, mais c'est pas pour cette raison qu'il est parmi nous. Il préside le LEM, qui regroupe les entreprises du médicament. Il a travaillé pour plusieurs laboratoires américains, japonais. Et donc, le point a déjà été évoqué. Comment s'organise la recherche dans cette industrie du médicament? Comment est-ce qu'elle change? Comment est-ce qu'elle bascule vers des modèles qui sont très différents de ce qu'ils étaient il y a 2 ou 3 décennies? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que la première chose que je voulais souligner, c'est que à travers le sujet qui a été posé, je crains qu'il y ait d'abord un malentendu sur le fait que l'on qualifie à tort souvent la recherche fondamentale de sans objet. En réalité, depuis la nuit des temps, la recherche fondamentale a un objet et pas des moindres, c'est de comprendre. Et si l'on remonte à la découverte de la pénicilline, je voudrais rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas que ce n'est pas Fleming qui a trouvé le noyau 6-APA de la pénicilline, mais ce sont 2 chimistes, Flora et Chain, qui ont d'ailleurs reçu le prix Nobel pour cela. Et donc on voit bien que déjà dans le début des années 50, la recherche fondamentale, ou du moins la compréhension chimique de ce que l'on découvrait, était un élément qui présidait au développement du médicament. C'est encore vrai aujourd'hui, puisque partie de la médecine dite personnalisée repose sur ce que l'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire la capacité que l'on a à identifier dans vos génomes la réponse prédictive aux médicaments, et ça on le doit à la découverte de l'ADN, qui, je vous rappelle également, est quelque chose qui remonte maintenant à plus de 30 ans. Donc on voit bien que la recherche fondamentale a comme objet précisément la compréhension des phénomènes qui permettent de découvrir et d'appliquer ce que l'on découvre. Ce qui a changé en réalité, c'est l'interactivité qu'il y a entre la recherche fondamentale et le développement clinique, c'est-à-dire l'application médicale de ce que l'on trouve. On est passé quelque part d'un mode analytique séquencé à un mode holistique continu, et je vais m'expliquer là-dessus. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la complexité des phénomènes qui permettent de présider à la découverte des médicaments nouveaux fait intervenir toute une série de mécanismes qui ne sont pas purement de la branche médicale. Ça commence y compris avec, je l'ai rappelé, la génomique et la biologie cellulaire. C'est vrai également avec la physique, maintenant l'informatique et la robotique, dont un des applicatifs, vous le savez, c'est les nanotechnologies, qui sont ces tout petits éléments physiques qui permettent de véhiculer éventuellement des médicaments ou des éléments curatifs. C'est également vrai avec l'éthique et les sciences sociales, car aujourd'hui, l'éthique est indissociable de la recherche. Donc la question fondamentale qui est posée par le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le mode collaboratif qu'il faut imaginer pour faire en sorte que ces compétences, ces talents et ces éléments de la recherche collaborent ensemble et permettent de le faire avec les investissements nécessaires. C'est quelque part à la fois la mutualisation des moyens qui est posée comme question, mais c'est aussi la mutualisation de l'investissement. Il y a quelques exemples qui sont intéressants et qui ont donné une piste. Je veux citer Aviesan, qui est une collaboration recherche-université-hôpital, c'est l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Il y a l'initiative européenne AMEI, qui est également un élément qui regroupe de la même façon des collaborations de talents différents et qui permettent notamment, en mutualisant les moyens, de faire accélérer, car c'est là la question, faire accélérer le pas qui se passe entre le fondamentalisme et l'applicatif,
alors que dans le passé, nous avions un espace-temps qui était relativement étiré, aujourd'hui, il s'est raccourci considérablement par le mode intégratif de ces différentes disciplines. L'autre point qui me paraît intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui, grâce aux nouveaux médicaments, l'expérimentation de quelque chose de tout à fait nouveau dans le séquençage de l'intégration de la recherche fondamentale. Par le passé, quelque part, la recherche fondamentale était soit en amont, soit en aval. En amont pour expliquer un phénomène physiologique d'une maladie qui permettait de comprendre comment on pourrait éventuellement trouver chimiquement le moyen de la traiter, ou alors elle expliquait a posteriori les mécanismes d'action d'un médicament qu'on avait chimiquement découvert. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les sciences du vivant, on sait que la médecine de demain sera à 80% pour le besoin thérapeutique aujourd'hui non couvert, fait par des médecines du vivant, issues du vivant. Et donc, quelque part, il y a là un séquençage intéressant, c'est que c'est la compréhension de ce que nous avons dans notre corps qui permet de produire le médicament qui sera lui-même issu de notre corps. L'exemple typique, c'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Alors, c'est peut-être un nom savant pour certains d'entre vous, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'émanation de quelque chose que produit le corps pour aller se fixer sur certains récepteurs cellulaires, notamment lorsqu'ils sont atteints d'un cancer, et ces récepteurs cellulaires ont une anomalie particulière qui fait que quand l'anticorps vient se fixer dessus, eh bien, il peut soit véhiculer un médicament, soit détruire la cellule et traiter spécifiquement cette cellule cancéreuse et ne pas abîmer les autres. Et donc on voit bien que la compréhension de ce qu'il y a d'anormal sur une cellule cancéreuse, science du vivant, est traitée par des productions d'anticorps, c'est-à-dire de mécanismes délétères sur cette cellule issue lui-même du vivant. Si j'explique cet élément d'exemple particulièrement, je dirais, futuriste, mais qui est déjà une réalité, c'est tout simplement pour rappeler à quelque chose qui me paraît fondamental. Nous devons inventer, particulièrement dans ce pays, un modèle d'attractivité qui permet de réunir à la fois ces compétences, qui sont celles de la compréhension du vivant, avec les compétences industrielles, qui sont les applicatifs de la façon dont on va, quelque part, faire émerger les thérapeutiques issues du vivant. Aujourd'hui, nous ne savons pas faire ça correctement, pour deux grandes raisons, et je terminerai là-dessus. Très vite, d'abord, s'il vous plaît. on ne sait pas retenir nos chercheurs, et il faut donner de l'attractivité et de la compétitivité à la recherche fondamentale en France. La deuxième raison, c'est qu'on manque de compétitivité sur le plan industriel, et fatalement, on a tendance à voir ce lien s'opérer plutôt sur des territoires étrangers, notamment aux États-Unis, plutôt qu'en France. Et donc c'est là, à mon avis, la clé de la solution du problème posé par ce topo collectif, c'est bâtir un modèle collectif, transversal, attractif et économiquement viable. Je vous remercie. Merci Patrick, c'est frappant de voir à quel point votre propos s'inscrit dans la continuité de ce que disait le professeur Montagnier. J'avais souligné l'ouverture d'esprit et l'interdisciplinarité. Vous allez un peu plus loin sur l'aspect collaboratif et la coopération. Je pense que c'est un thème qui va ressortir dans la suite des débats avec donc maintenant Marion Guilloux. Donc le thème de l'environnement et l'agriculture de l'alimentation a déjà été évoqué. C'est votre rayon. Vous êtes agronome de formation. Vous avez fait de la recherche au début, mais ensuite surtout du management de la recherche. Vous dirigez Agrinium, qui est l'Institut français de coopération en agri-sciences, mais vous avez dirigé auparavant l'INRA, qui était l'Institut national de recherche agronomique, et puis aussi le conseil d'administration de Polytechnique. À vous la parole. Merci. Donc je vais vous parler d'alimentation et d'environnement. Et quand vous parliez d'organisation de la recherche, tout à l'heure, Christian Stophaes, nous on a besoin de centres de recherche parce qu'on a besoin d'outils expérimentaux. C'est-à-dire quand on travaille sur le tube digestif, on a besoin de rats dans lesquels on puisse mettre des microbes pour savoir comment marchent les cocktails de microbes et comment c'est relié à l'alimentation. Quand on parle de croissance forestière, on a besoin de forêts. Donc nous, on va s'organiser autour de centres. Et au fond, la nouveauté, c'est que désormais, on fait travailler les centres ensemble. Parce que quand vous posez une question réelle, vous avez besoin, quand vous parlez de l'adaptation au changement climatique des forêts, vous avez besoin de météorologues, vous avez besoin de spécialistes de la physique et des flux, et vous avez besoin de forestiers. Et donc, au titre de mon expérience nationale et internationale, je vais vous dire comment dans notre secteur, on choisit ou on essaye de choisir les programmes, parce que les chercheurs ont beaucoup d'idées et proposent des choses diverses. On essaye de comprendre, dès le démarrage, quel est l'impact potentiel d'un programme. C'est pas facile parce qu'au moment où il soumet le programme, évidemment qu'on ne sait pas quels seront les résultats, puisque la recherche par définition est un processus risqué et doit le rester.
Et après, on essaye de suivre pendant le programme et après le programme. Et donc, au début, quand il y a une hypothèse qui est formulée, quand un chercheur ou un groupe de chercheurs décide démarrer un programme, on lui demande quel pourrait être l'impact potentiel. On ne peut pas demander plus au démarrage. L'expérience prouve que dans notre domaine, pour qu'il y ait impact sur le terrain, même si ça s'accélère, c'est à peu près 20 ans. Ça s'accélère, vous voyez, quand je vous parlais de métagénome du tube digestif, là c'est en quelques années. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a nos 2-3 kilos de microbes et on commence à pouvoir vous dire que les microbes des gens obèses ne sont pas les mêmes que les microbes des gens qui sont en bonne santé. Donc la recherche s'accélère, mais malgré tout, il faut du temps pour voir quel sera l'impact. Et donc, il faut au fur et à mesure passer de l'impact potentiel qui a été présenté lorsqu'on a proposé un programme à l'impact réalisé a posteriori. Et au fond, qu'est-ce qui va se passer ? Nos collègues australiens récemment ont regardé ce que donnait la recherche-développement sur la productivité totale de l'agriculture. Globalement, la recherche, développement et l'extension, sur les 50 dernières années, ça a été 2/3 de l'augmentation de productivité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les programmes à long terme ont été plus efficaces en rendu final que les programmes à court terme. Donc ça peut nous dire des choses sur ce qu'on doit faire à l'avenir. Et au niveau international, vous voyez dans le Centre international de recherche agricole, donc nous on demande de l'argent à des donateurs. Les donateurs nous demandent quels seront l'impact de nos recherches. On ne peut pas le dire immédiatement, mais dès le début, on demande aux chercheurs d'exprimer en objectif combien ils visent de millions de personnes. Par exemple, réduire le déficit en vitamine A des enfants, de tant de millions d'enfants dans telle zone d'Afrique, ou réduire telle consommation et érosion des sols sur des surfaces de telle importance. Parce que les donateurs nous demandent concrètement à quoi vont servir les recherches. Alors c'est extrêmement ambitieux, mais ça a un avantage, c'est que les chercheurs dans notre domaine doivent prendre contact avec les utilisateurs potentiels de leur recherche pour travailler avec eux la question dès le démarrage. Eh bien, on va essayer de tirer quelques leçons de ces processus, c'est-à-dire comment réfléchir à l'impact potentiel dès le démarrage du processus. Au sein du Conseil stratégique de la recherche, avec Cédric, nous en sommes membres, avec l'idée que pour choisir dans les défis qui nous sont proposés, c'est énorme le champ de recherche sur lesquels les chercheurs français peuvent travailler, pour aider au choix de priorité, en ayant une idée d'abord des forces et faiblesses de la France, c'est-à-dire là où il y a plus de raisons qu'on investisse, et ensuite quelles pourraient être éventuellement, quand il s'agit de défis socio-économiques et donc de recherche finalisée, quels pourraient être les impacts potentiels, les méthodes de suivi, puis les méthodes d'évaluation. Et on va traiter à part évidemment la recherche fondamentale, c'est-à-dire celle pour laquelle on n'exprimera pas dès le démarrage quels pourraient être les impacts, puisque, comme on le disait, c'est quand même beaucoup plus ouvert comme champ potentiel. Donc, en recherche finalisée, il est important de faire exprimer à des collectifs, puisque ce sera toujours des collectifs qui utilisent des outils, quel est l'objectif qu'ils recherchent, quels sont les impacts potentiels qu'ils recherchent, puis après avoir une certaine cohérence dans le suivi du projet et l'évaluation du projet. Les évaluations seront faites par le Parlement, donc on va essayer d'impliquer le Parlement dans notre système pour qu'il évalue par rapport aux objectifs initiaux que le programme s'était posé. Merci Marion. Donc vous avez en fait prolongé la chaîne jusqu'à l'utilisateur et la demande collective en introduisant des notions évidemment essentielles. Le fait que la recherche c'est un processus risqué, le fait qu'elle a un impact et qu'il faut l'évaluer de plus en plus en amont. Et puis aussi la question du long terme. Alors le hasard de l'ordre alphabétique faisant bien les choses, nous allons maintenant aller voir en entreprise comment se passe ce souci du long terme, s'il y en a, avec Didier Lombard. Donc Didier est ingénieur de formation, il a fait lui aussi un peu de recherche au début de sa carrière, au Centre national d'études en télécom, sur les innovations en la matière. Il a eu ensuite une longue carrière où il était notamment PDG de France Télécom. Il préside maintenant le conseil de surveillance de ST Micro Electronics ou ST Micro, je ne sais plus si on a laissé tomber le deuxième morceau, mais où on fait aussi évidemment beaucoup de recherche puisqu'on est là sur la puce. Donc est-ce que dans les entreprises vous avez les visions qui ont été évoquées auparavant résonnent et est-ce que ce souci du long terme, cette nécessité, cette efficacité plus grande du souci à long terme qu'évoquait Marion à l'instant, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est une ardente obligation que ressentent les dirigeants d'entreprise? Alors, je vais être effectivement en continuité avec ce que Marion vient de dire, parce qu'en fait,
dans l'entreprise, il y a des événements, il y a des éléments extrêmement concrets. On n'a pas beaucoup d'éléments naturels, minerais en Europe ou des choses comme ça. Donc pour arriver à se différencier, première banalité, il faut vraiment qu'on innove et qu'on sorte des innovations où il y a une différenciation par rapport à tous nos concurrents autour de la planète. Pour ça, il faut faire évidemment de l'innovation, il faut faire de la R&D. Alors, dans les grandes entreprises dont je m'occupe en ce moment, ST a des programmes majeurs de recherche et d'innovation, comme vous le savez. Je m'occupe aussi de Technicolor, qui curieusement a aussi un grand nombre de chercheurs en Bretagne qui sont absolument essentiels à la poursuite de l'activité. Donc il n'y a pas de discussion, on est absolument persuadé qu'il faut maintenir des forces importantes de recherche et développement. Alors la question c'est une question, est-ce qu'il faut aller vers la recherche fondamentale ou est-ce que les tableurs vous disent que bon, finalement si vous avez des forces de développement ça suffit et ça va vous permettre de survivre dans la suite. Et je suis intimement persuadé qu'il faut maintenir des forces de recherche fondamentale assez fortes et l'histoire me donne raison. Parce que, en fait, les principales innovations avec lesquelles nous vivons en ce moment ont été inventées à partir de travaux fondamentaux qui datent de pas mal de temps. À cette époque-là, on n'avait pas la trajectoire, mais ces travaux ont été essentiels. Une chose dont vous vous servez tous les jours, il y a une bonne couverture ici, la 4G. Il y a 30 ans, on s'est posé la question, j'étais à France Télécom à ce moment-là, quelle était la limite théorique qu'on pouvait atteindre en matière de vitesse par des modulations impossibles à réaliser. Travaux de traitement du signal qu'on a fait avec les gens de l'université de San Diego, et on est arrivé à une limite. Et maintenant, on est à epsilon en dessous de la limite. On n'aurait pas su faire ça si on n'avait pas fait ces travaux il y a 30 ans. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point de la physique, je vais faire un peu de ST là. Quand j'étais au CNET, ce que vous avez rappelé, et on avait un labo commun avec l'école normale supérieure, avec des physiciens absolument exceptionnels. Et un jour, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Tiens, on va faire des travaux sur le transistor à 0 dimension ». Alors ça, c'était un nom poétique pour que je signe en bas de la feuille. Et en fait, il s'agissait de travaux de physique quantique qui permettaient de regarder comment on pouvait densifier les circuits. Et c'est à la suite de ça qu'en ce moment, ST et d'autres produisent des circuits dont la densité est infinie. Il y a des millions et des millions de fonctions logiques sur une puce microscopique. Tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas laissé ces chercheurs travailler tranquillement. Alors je pourrais vous faire une très longue liste, mais je vais me faire rappeler alors par le temps, donc je ne la ferai pas, mais pratiquement sur tous les objets que vous avez à votre disposition aujourd'hui, on peut arriver à démontrer que sans la recherche fondamentale, on ne s'en sortait pas. Donc c'est essentiel de maintenir ça, et c'est essentiel que les industriels financent ce genre de recherche. Alors après, comment il faut s'organiser? Là, vous avez mis dans votre propos liminaire, je crois, l'accent sur la nouveauté. On était antérieurement dans un mode de la recherche que j'appelle cathédrale, c'est-à-dire, vous avez appelé ça forteresse, c'est-à-dire que tout devait être fait dans un ensemble fermé, et ça ne communiquait pas. Or, on est dans une société où tout communique. Le networking est infini, donc on est dans un mode de recherche qui est la recherche bazar, de type bazar. C'est-à-dire que toutes les équipes se connaissent autour de la planète, échangent en permanence, et c'est comme ça qu'ils arrivent à irriguer le plus vite possible les innovations qu'ils sont en train de préparer. Ça a une conséquence immédiate, c'est que ça accélère énormément le cycle de production de produits nouveaux. Donc c'est ça le mode dans lequel on est, et je pense qu'il faut encore l'amplifier, c'est absolument essentiel, et il faut que les entreprises jouent le jeu là-dedans. C'est ce que nous essayons de faire dans les quelques entreprises dont je m'occupe. Voilà, je m'arrête là. Juste un mot sur les entreprises. Quand on parle en conseil d'administration de budget de recherche, comment ça se passe? Eh bien, l'ennemi, c'est le tableur. C'est-à-dire que le directeur général, j'en vois un qui est juste devant moi, il doit se débrouiller pour que les cases qu'on fabrique soient telles que le tableur ne vous tue pas, auquel l'espoir de financer cette recherche amont. Si vous l'isolez sur une ligne et que vous essayez de mettre en face le produit de cette recherche, comme elle est là pour 30 ans plus tard, vous n'allez pas y arriver. Donc c'est une affaire d'habileté. Mais il faut qu'à la tête de la maison, il y ait quelqu'un qui comprenne ça et qu'il arrange les choses pour que ça soit absorbable par un conseil démocratique. Bien. Voilà.
Merci Didier. Alors maintenant, on va vous distribuer des pièces de monnaie où ça a peut-être été fait. Voilà, et vous allez avoir l'explication de cette pièce avec Jean Ryu. Nous restons dans le domaine de l'entreprise. Jean préside une entreprise coréenne qui s'appelle Pungsan Group, qui est présent à la fois dans la défense et dans la métallurgie non ferreuse. Donc ce n'est pas parce qu'il a étudié la littérature anglaise qu'il est ici. Il va nous dire son regard à lui sur la recherche, and he will speak in English. Jean, it's yours. Oui, mon français n'est pas très bien, je parle anglais. Excusez-moi s'il vous plaît. It gives me great pleasure to be back here again this year after I spoke last year on the topic of corporate social responsibility. And today I'll talk about the economies of research and development and investment for the future. Investing in the future and in research and development is also a very important part of corporate responsibility, as companies must invest in the future, come out with new ideas, as well as create new products to sustain the growth and to survive in this very competitive world. In the times of World War I and World War II, it was the national governments that was taking the lead in research and development, and in many cases nationalizing private companies as they needed to win the war. And thank God it was America that came out with the first nuclear bomb and not the enemy. Today, most of the important technologies and inventions are made by private companies and institutions, with the national governments taking the backup roles, such as providing tax breaks or setting goals and objectives to the private sectors. It is companies like Apple and Samsung that are coming out with smartphones with new ideas and technologies, even though they are suing each other on who came out with the technologies and ideas first. I would like to talk about how my country, Korea, and my company, Pungsan, is dealing with the challenges of research and development and new inventions in this very competitive times. Our Korean ambassador is here today, and he will speak at another session today, but the Korean government, under the leadership of President Park, has launched what we call the Creative Economy Initiative, whose three major goals are to create new jobs and markets through creativity and innovations. Secondly, strengthen Korea's global leadership through a creative economy. And finally, create a society where creativity is respected and manifested. To achieve this, the Korean government will take several steps, and I would like to mention just a few. First, it will boost R&D to support for small and medium-sized companies to 18% of its total R&D, spending up from 13% from a couple of years ago. Secondly, to promote and sharing and strengthening of technologies owned by private companies. The government will also offer a 50% reduction on both corporate and income taxes on transfers of patented technologies owned by small and medium-sized businesses. And the Korean government has pledged to revive entrepreneurship by spending almost $4 billion over the next 3 years to encourage venture startup and create an environment that promotes new ideas. In the private sector, Korean companies already invest robustly in research and development. Recently, this R&D spending has been concentrated on the electronics sector, which accounted for almost 40% of total R&D spending. In contrast, levels of investment in other high-tech industries such as aerospace technologies, pharmaceuticals, and machinery have lagged behind at 0.2%, 2.3%, 2.4% respectively. Going forward, surveys show that Korean companies are likely to increase their investment in R&D to the tune of almost $9.5 billion this year, which is almost 8% more compared to last year. In my company, we are investing about $30 million this year in R&D, up by 23% from last year, in two major areas, commercial products and defense products. We supply most of all the ammunition for our military as well as export to our allies around the world. We do research on how to kill as many people as we can, how to destroy as much as we can with our bombs and ammunitions. Mon Dieu, je suis désolé, pardonnez-moi. It is a very cruel and inhuman business, but somebody has to do it. After all, we have a very dangerous neighbor in North Korea, and we always have to prepare for the worst. If the North Koreans are developing nuclear weapons, we need to develop weapons that will destroy them before they are launched against us. So in our cases, R&D is not just a survival for my company, but also linked in some ways to the survival of our country. Yes, I feel guilty in being in the killing business, but I'm also very proud to be in the business of protecting my country. Of course, in this business, we have to keep our secrets as we need to stay ahead of our enemies. On the other hand, our main business is the fabrication of non-ferrous metals, such as making metal strips for electronics and connectors.
A lot of our metals goes into smartphones and Samsungs, TVs, Apple, so a lot of metals goes in there. We are also the biggest suppliers of coin blanks around the world, and the euro coins that you have in your pockets are mostly made by my company. In this case, there are no big secrets or patents, and whoever comes out with a good product is encouraged to share it with others, as governments, mints would like to have multiple suppliers so they are not tied to just one. For example, I've passed a new US dollar coin that you have. Please take one. We did not make the metals, but we are one of the 2 suppliers for the metal to the US Mint. Unfortunately, they did not get rid of the dollar bills, so not many people are using this coin. Hopefully someday it will replace the dollar coin, as the US government can save hundreds of millions of dollars by using the coin instead of the dollars. So as you can see from the 2 examples, just in my company, we have one area of R&D that is totally secretive, as it is tied to our national interest, and another which is totally out for sharing with others to encourage more usage of our products. In closing, in the case of Samsung and Apple, they spend over $1 billion each year suing each other. Imagine if they decide to share all their patents together instead of suing each other. They will be so far ahead of others in product development and technology. I believe the future winners in R&D will be companies that can throw out their egos and pride and collaborate with their competitors, or else they will fall behind others who collaborate together with their strengths. So that is my quick 5 minutes in R&D, and if you haven't learned anything, at least you're $1 richer from the coins I gave you. Merci vraiment pour votre attention. Merci, c'était impressionnant de voir à nouveau cet appel à une coopération, à de la collaboration. C'était aussi impressionnant pour des Français de voir que vous avez commencé à expliquer la recherche dans votre pays en parlant de la politique gouvernementale. Et la Corée du Sud est un pays qui se rapproche à cet égard beaucoup de la France, je crois. Alors, après avoir vu ce qui se passe en entreprise, nous allons repartir vers une dimension plus académique, plus d'observation, d'interprétation, avec Marcos Troyo. Marcos est cofondateur et directeur d'un laboratoire de recherche de l'Université de Columbia qui s'appelle BRIC Lab. Donc BRIC, c'est pour les Brésil, Russie, Inde et Chine. Il est aussi consultant. Il vient d'un des pays qui a été qualifié hier pour... Ce n'est pas l'Allemagne. La Coupe du Monde, voilà. Vous l'aviez peut-être déjà deviné. Il est économiste, il est géopoliticien. Et donc... Marcos, vous allez nous parler de la géopolitique, de la géoéconomie de la recherche. Merci, merci. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Aussi, je vais parler en anglais, je me sens plus confortable. J'ai fait des études en France aux années 90, mais malheureusement, j'ai presque tout oublié. But it's an extraordinary privilege to be here, and perhaps my contribution to the panel will be in the form of trying to relate research and the economics of research to the notion of geopolitics and the distribution of power, prosperity, and influence in the world today. And we could perhaps begin by realizing that anthropologists, sociologists, political scientists, and economists, historians, are always trying to put names on things. They're always trying to label things. They like to give names. Ils aiment nommer les choses. And in the past, we have tried to picture this age we're living in as the age of knowledge. Then I think back to the second half of the 1960s when 25% of the world population of sciences was living in the Soviet Union. And the Soviet Union would indeed send a rocket to the outer space, but he would not produce an alarm clock that would ring on time or a stove that would heat up food well. Others would say that we're living in the age of education. Education is the single most important driver of our society. I had myself the experience of living in Cuba that has some of Latin America's most impressive levels of education and investment. And one of the people I related to at the Brazilian embassy in Havana when I was working there was a naval engineer. And then I realized he was a naval engineer by studying in the handbooks of naval engineering coming from the Soviet Union of the 1920s and the 1930s. And he would take pride in saying that he had the capacity to build ships with a very strong structure in order to break ice. And he had that expertise because he studied with Russian professors. And in Cuba, as you know, you don't break ice for anything unless you're producing a mojito or a daiquiri. So it's
very, very problematic to call our time the age of education. Others would say that we're living the age of information and the age of the news media, which is, I think, also wrong, given the fact that very likely sometime between now and 2022, Google will probably buy both the New York Times and Le Figaro for a handful of dollars. So what is the age we're living in? And then I come back to the issue of the title of the session. I think a pretty good name to brand this time is that we're living the age of resilient innovation. And as a matter of fact, if you remember nothing of what I said this morning, remember this: we are living the age of resilient innovation. You may call it discovery, but it's just another name when you're talking about research to the destination of every single effort we put in research. It's innovation. It's producing something new. Now, as far as the geoeconomics of innovation is concerned, this age of resilient is showing that we have at least two major models. And that's perhaps the second thing I'd like you to carry with you today, is that innovation today is either pursued by creative adaptation or by creative destruction. 15 years ago, for those of you who go to the eye doctor, the most important company producing those equipment that resemble the periscopes of submarines, in which you put your eyes and then the eye doctor experiences with different shades of light and different distances to determine whether you have astigmatics or you're short-sighted. That piece, once again, 15 years ago, was produced by a company in Belgium at an average market price of $5,000. Today, that same machine is produced in Shenzhen, just out of Hong Kong, for $800. That was innovation by creative adaptation. The Chinese innovating by creative adaptation on top of what people in Belgium were doing. But then there's this new research in MIT that allows you to get your iPhone and put the camera against your eye globe. It reads the geography of your eye, and then it basically tells you what is the short-sightedness or the astigmatic problem that you have. What is that going to do to the machine that is produced in Shenzhen for $800, since this innovation is going to be brought to market by $1? That's creative destruction. Why is it so important to bear that in mind? It's because for those companies and countries that are organizing their strategies for the future, it is very important to know that the next 25 years, either innovation through creative adaptation, which essentially means doing the same for less money or at a faster speed, or by creative destruction, which means resilient innovation by bringing something that is completely new up to the surface, is going to be affected by three very important drivers. The first driver is the next 25 years we'll see the strengthening and the consolidation of global production networks. Global production networks in the terms of companies, so I don't use production here only in the manufacturing sense, and the global production networks in terms of knowledge centers, in terms of universities. Second very important driver, China 2.0. That China we once knew that was producing very cheap commodities would be given its cheap labor price is gone. China 2.0, this change of DNA in China, is making China invest nearly 1.5% of its GDP in research and development. And by the time China overtakes the US as the world's largest commodity, China will have converged to the level of OECD investment of 2.3% of GDP in research and development. And the third, in my opinion, most important factor is these new technological tools that we have at our disposal will create for us the dawn of a new age of talent, in which that very old dilemma of researchers between being an expert or a specialist, if you want, or a generalist is being vanished away, so that those who are nexialists, who are able to build connections, are the most important professions of the future, and therefore the most important commodity their countries will be able to count on for the future. Merci beaucoup. Obrigado, Sam.
Donc vous avez encore élargi en ajoutant des concepts, l'innovation résiliente ou résistante, l'adaptation créatrice ou destructrice, et puis aussi sur le plan géographique, en disant que les réseaux de production sont mondiaux et le seront de plus en plus. Dernier regard, alors là on va remonter dans la science, dans la recherche, avec Cédric Villani, parce que lui, c'est vraiment un chercheur, c'est un mathématicien, il fait des équations aux dérivées partielles, je m'arrête là parce que là, je commence à ne plus comprendre. Il dirige l'Institut Henri Poincaré, il a eu la médaille Fields en 2010, qui est la plus haute, la récompense qui a la plus forte réputation en matière de mathématiques à l'échelle mondiale. Et il s'est investi beaucoup dans la communication scientifique, et pour faire comprendre à quel point c'est important qu'il y ait un combat qui nous est cher. Cédric, à vous. Merci. Je vais partir d'une anecdote personnelle. Et un jour d'été 1998, pas longtemps après la soutenance de ma thèse, où j'étais occupé à lire un article de synthèse écrit par un chercheur toulousain qui m'avait été recommandé. Au détour d'une page, je tourne, je me dis « Tiens, alors il y a beaucoup de choses en recherche qui commencent comme ça. Tiens, c'est bizarre. » Et en l'occurrence, je voyais un théorème, je me suis dit « On dirait que c'est lié à l'exposé de ce chercheur allemand que j'ai entendu à Folle-Juif il y a quelques mois. » Et ce jour-là, j'ai pu faire la connexion entre deux sources différentes, et c'était la base de l'un de mes articles de recherche les plus influents, établissant le lien entre certaines questions de géométrie, d'optimisation, de théorie des équations et dérivées partielles. Je l'ai publié en collaboration avec ce collègue allemand, Félix Otto, ça a été écrit en un temps record, accepté le lendemain de la soumission, et c'est devenu mon article le plus cité. C'était le démarrage de tout un pan de recherche qui aujourd'hui est florissant. Qu'est-ce qu'on va en retenir de cette histoire ? 1. Une découverte, ça dépend en grande partie des coïncidences et de la chance. 2. Toujours bon de garder un œil ouvert et curieux, et ce cours de probabilité, je le lisais sans but, si ce n'est la curiosité, le désir de comprendre quelque chose qui peut-être était relié au thème qui m'intéressait. 3. Le succès d'une entreprise de recherche, c'est pas toujours proportionnel à la somme des efforts que vous y mettez. 4. Une découverte, c'est pas forcément une nouvelle théorie de nouveaux résultats. Il se trouve que dans l'article, on avait aussi de nouveaux résultats, mais ce qui était important, quand on a montré la suite, c'était le nouveau regard, le fait qu'il y ait une connexion, un nouveau point de vue. Et puis 5, on a mis la découverte sur la table alors qu'on n'avait pas tiré toutes les conséquences, c'était encore à moitié cuit comme on dit, on n'avait pas tiré tout le parti possible, mais ça a permis au sujet de se développer très vite, ça a été profitable à tous. Toutes ces caractéristiques, elles sont vraies à l'échelle d'un chercheur, mais aussi à l'échelle d'une institution, d'une politique de recherche, publique ou privée. D'abord, tout l'écosystème de la recherche et de l'innovation, même quand vous avez des investissements par centaines de millions, départements de recherche et développement, à la fin, ça repose sur le fait qu'il y a quelqu'un, quelque part dans un labo, qui va dire « Tiens, c'est curieux », et qu'il y aura une petite étincelle. Et l'étincelle, elle dépend de plein de paramètres insaisissables, environnement, culture, état d'esprit, formation, confiance, etc. 2. La curiosité et la recherche gratuite sont indispensables aussi à l'échelle d'un système entier. On le sait, ça a été rappelé, les inventions sont souvent découvertes par sérendipité, comme on dit, depuis la pénicilline au rayon X, en passant par le post-it et la dynamite. Et le problème du chercheur, un problème majeur, c'est d'être l'ami du hasard. Ça veut dire aussi qu'il faut entretenir à un niveau national, international, les directions de recherche, même quand elles ne semblent pas avoir d'application. On doit dire que gouvernement après gouvernement a échoué dans le but impossible de faire une correspondance qui marche bien entre les thèmes de recherche et les défis correspondant aux applications. Je pense à titre personnel que c'était une erreur à notre échelle de reprendre par exemple la classification en défis sociétaux d'Horizon 2020, notre stratégie nationale. Avec Marion et d'autres, nous faisons tout quand même pour que ça reste un ensemble cohérent et pour rattraper cette erreur, pour ainsi dire. En recherche comme en innovation, c'est le troisième point, les résultats ne sont pas juste une question de moyens. On le voit pour des pays, des programmes d'investissement aussi, publics ou privés. Des fois, vous avez des investissements énormes qui aboutissent à des résultats minables, et des fois, c'est le contraire. Et puis, 4, une innovation, c'est pas forcément une nouvelle technologie, ça peut aussi être juste une manière de voir les choses. Pour prendre un exemple qui était dans l'actualité il n'y a pas longtemps, qu'on étudiait récemment dans un groupe de travail sur l'innovation, c'est Uber. Aucun progrès technologique, mais une nouvelle vision, nouveau modèle. Maintenant, c'est une valorisation de 18 milliards de dollars, contredisant toutes les prédictions faites par les analystes américains il y a seulement 2 ans. 5, le partage est important pour le progrès d'ensemble. Le protectionnisme des idées, ça peut être un fléau. Un jour, le responsable des effets spéciaux d'un très grand studio hollywoodien nous a dit, devant un parterre de mathématiciens, « On devrait tous vous payer des royalties chaque fois qu'il y a un blockbuster qui sort à Hollywood, tellement c'est important les recherches mathématiques pour faire les effets spéciaux, pour finalement faire la réussite de nos films. »
Nous, on ne disait pas non, hein. Surtout par les temps qui courent, on n'est pas contre. Mais en fait, on avait conscience que dans notre domaine, ce serait impossible et nuisible. Les brevets n'ont pas été inventés pour protéger les inventeurs, mais pour favoriser l'émergence de projets à gros investissements, en temps ou en recherche, l'exemple parfait étant les recherches de mon voisin de gauche. Mais dans certains domaines, ce n'est pas le cas, et certains acteurs majeurs de l'innovation en ont pris conscience, comme le montre la récente annonce spectaculaire de Tesla Automobile, de partager tous ses brevets de manière libre. Dernier point, quand on cherche, on se retrouve à explorer des sujets qu'on n'avait pas prévus, pour lesquels on n'a pas été formé. C'est pareil en innovation. Une étude récente estimait que 2/3 des graduates américains occuperaient plus tard un emploi qui n'existe pas encore. Dans ces conditions, comment former les innovateurs, les chercheurs? La question est cruciale, c'est pas seulement une question d'enseignement supérieur, c'est aussi une question d'école secondaire. La réponse, c'est qu'il faut inciter sur le savoir-faire plus que sur les savoirs. Je dois dire à ce point de vue que l'enseignement scientifique que j'ai reçu à l'école il y a 25 ans a été parfaitement adapté à ma carrière finalement. Au collège, au lycée, je me suis passionné pour des sujets ringards comme la géométrie du triangle. Entre parenthèses, c'était un sujet préféré de celui-ci, là, Abraham Lincoln, il est sur la pièce. Il racontait partout que c'était dans les éléments de Euclide qu'il avait appris à raisonner logiquement et que ça lui avait été utile partout. J'ai aussi appris à programmer dans des langages qui maintenant sont tout aussi ringards. Peu importe. Dans les cours de sciences, j'ai appris à réfléchir, à me casser la tête, à chercher, à me concentrer, à faire des raisonnements logiques et à les exprimer, et puis à programmer. Tout le reste, ce sont des détails. Après, on s'adapte. Alors, si vous me demandez qu'est-ce qui, dans tout notre système français, me fait le plus peur concernant l'avenir de notre recherche, je vais dire, c'est pas un classement Shanghai ou le classement du Times Higher Education ou qui sait quel autre classement. En premier lieu, ce qui m'empêche de dormir, c'est plutôt l'état lamentable de notre éducation nationale. Longue liste de mots qui sont la perte de confiance généralisée à tous les niveaux, dévalorisation de l'acteur principal, l'enseignant, à la fois géré de manière archaïque et accablé de critiques, la baisse des horaires de sciences, dont les effets commencent à se faire sentir dans le supérieur, incapacité à mettre en place un enseignement de programmation pour tous, la baisse des exigences intellectuelles. La récente controverse au niveau de l'épreuve mathématique du baccalauréat a été un petit épisode là-dessus. On peut en rendre responsable ni les élèves ni les enseignants, mais ça montre qu'on a un souci grave sur les dernières décennies et on ne voit pas tellement de relance en lieu. Un chiffre. Il y a quelques semaines, quelques mois, dernière session de CAPES de mathématiques, un poste sur 2 est resté vacant. Alors posez-vous la question, si plus personne ne veut enseigner à nos élèves à faire des raisonnements logiques, à nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va importer massivement des enseignants étrangers? Est-ce qu'on va laisser tomber l'enseignement de mathématiques et importer massivement des chercheurs étrangers? Sur ce domaine, on ne fera jamais aussi bien que nos voisins américains en termes d'importation. Voilà, pensez-y. Je vous remercie. Merci. Donc on retrouve l'appel à l'ouverture. Moi, le mot le plus important que je retiens de l'intervention de Cédric, c'est un seul mot, c'est « tiens ». J'ai vu Marion, visiblement ça lui a rappelé des souvenirs, ce tien, où on voit des choses qui commencent à se relier entre elles et qui va faire la recherche qui va trouver. Et puis l'injustice des efforts et de la récompense. Alors, le journaliste la ressent aussi. Une fois, j'avais un sujet de chronique qui est tombé la veille au soir du jour où je devais la faire, donc j'ai inventé un autre sujet que j'ai bricolé en une matinée. J'ai eu des réactions de personnalités internationales que je n'ai jamais d'habitude. On m'a demandé de faire un livre suite à ce papier que j'ai bricolé. Et donc cette injustice, c'est quelque chose d'assez terrible, et pourtant il faut s'y faire. Le hasard est aussi absolument essentiel dans la recherche, plus encore que dans la presse. Je pourrais essayer de vous faire rebondir les propos des uns sur les autres, mais je trouve que il y a eu en fait une extraordinaire continuité dans les propos que vous avez tenus, éclairage sur de multiples facettes, et puis des mots très importants qui sont sortis enfin dans les 2 dernières interventions qui n'étaient pas sorties auparavant, qui est le mot éducation. Et je crois qu'effectivement, pour faire de la recherche, en amont de la recherche, la recherche est en amont de l'économie, mais en amont de la recherche, il y a évidemment l'éducation. Mais je préfère donner tout de suite la parole à la salle en demandant à Nicolas Najditch. Comme c'est la tradition, on s'est rendu compte, Nicolas est un étudiant qui a préparé une question. Nicolas est étudiant en sociologie à l'université François Rabelais de Tours. Bonjour. Oui, merci Monsieur Villani, ça fait vraiment du bien d'entendre ça. C'est vraiment. Non, mais moi j'ai écrit un truc là-dessus sur l'ouverture, et en plus ça va très bien avec une des questions que je voulais poser. Et merci
que le corps enseignant gueule un peu aussi, c'est agréable. Voilà. Donc du coup, parmi toutes les questions qu'il y avait, il y en a une que j'avais nommée, je vais un peu la lire, je suis désolé, je ne l'ai pas super méga bien préparée. La recherche, un mot pour tout, une conception restreinte. Et en fait, c'est que pour moi, le lien qu'il y avait entre la recherche et l'économie s'exprimait à travers la notion de brevet. Et ce qui m'avait intéressé dans la petite introduction à cette conférence qu'on a eue sur papier, c'est qu'à un moment il est écrit « Il est indispensable de construire les partenariats qui permettront aux découvertes sur les phénomènes physiques et naturels de trouver des applications industrielles. » Et j'avais trouvé intéressant, ou choquant, enfin en tout cas ça m'avait titillé, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on est forcément sur les sciences dures? Pourquoi est-ce que c'est uniquement la physique? Pourquoi est-ce que c'est uniquement les sciences naturelles? Et comme vous l'avez dit sur les royalties, pourquoi est-ce que ces applications-là, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour les sciences humaines? Je veux dire, si on a des brevets en recherche, en physique et tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas exactement les mêmes brevets dans les innovations en arts et sciences humaines? On pourrait très bien imaginer que la chaîne de montage, on le brevette et que toutes les industries qui aient une chaîne de montage, elles soient obligées de payer des royalties. Alors, bon voilà, pourquoi cette différence? Cédric? Je vous propose un petit commentaire là-dessus. Pour moi, le but, l'ouverture sur les idées, c'est ça qui permet de faire progresser les choses de manière importante, de manière efficace et dans une démarche de progrès. Cependant, il y a des sujets sur lesquels, s'il n'y a pas la possibilité d'un retour sur investissement, les projets ne se feront pas. S'il vous faut monter toute une équipe de recherche avec des investissements considérables sur la durée, s'il n'y a pas un retour sur investissement qui viendra plus tard, vous n'allez pas réussir à monter le projet. À l'échelle des sciences humaines ou à mon échelle, par exemple, en tant que chercheur mathématicien, le projet il se fera de toute façon. Dans un contexte où les équipes sont plus petites, où les projets se font, le brevet n'est pas utile pour favoriser l'idée qui se fera toujours. C'était ça le sens, je dirais, de mon commentaire sur le fait qu'on ne brevette pas, par exemple, les méthodes de résolution d'équations mathématiques pour que l'industrie hollywoodienne nous reverse des dividendes. La recherche se ferait de toute façon. Le brevet, il ne faut pas le voir dans une démarche de justice, je vais dire. À mon avis, il ne faut pas le voir dans une démarche de protection des idées, il faut le voir comme quelque chose qui permet à certains gros projets de se mettre en place et de se faire, sinon ils ne se feraient pas. Peut-être que l'avis du professeur Montagnier serait important. Allez-y. Moi, je pense que de toute façon, une recherche fondamentale peut échouer. Et je crois qu'il faut bien que les investisseurs gardent à l'esprit que peut-être une fois sur 10, ça va réussir, et que 9 fois sur 10, ça va échouer. Donc c'est pas gaspiller de l'argent, c'est penser que toutes les idées ne mènent pas forcément à des résultats concrets, où elles sont toujours justes, ça peut être fausses. Donc c'est mon opinion, c'est que les brevets servent surtout à protéger des sociétés, des industries qui sont déjà en cours, n'est-ce pas, mais pas pour toutes les innovations nouvelles, innovations nouvelles, c'est un pléonasme, mais les innovations qui vont avoir un effet dans 20, 30 ans, je crois qu'elles vont être, comme vous l'avez dit, trouvées par différents groupes. Il y a une convergence en général, et c'est simplement une question de compétition entre sociétés qui existent déjà, mais pas pour pour le futur. On voit sur l'exemple Samsung-Apple, la bataille juridique terrible qu'il y a eu, était une bataille sur la détention de brevets, mais de la part d'Apple, c'était assez impressionnant, parce que c'est une entreprise qui fait très peu de recherche. Donc c'est uniquement des brevets qu'elle avait achetés, et c'était uniquement dans une logique défensive, on n'était absolument pas dans une logique d'encouragement à la recherche. Autre question. Bonjour, Laurent Benveniste. J'accompagne des entreprises innovantes, notamment des innovations de rupture. Ne pouvant être que très sensible aux propos de Luc Montagnier sur Jacques Benveniste, mon père, et compte tenu de l'ensemble des propos qui ont été tenus, ça m'amène à la question suivante. Hier, une étudiante a commencé sa question, une normalienne, en disant: est-ce que c'est l'investissement qui est important pour préparer l'avenir, ou est-ce que c'est un changement de culture qu'il faut préparer effectivement pour faire face au monde qui émerge? Vu tout ce qui a été dit sur la nécessité de relier des secteurs dissociés, ma question est la suivante.
vu l'enjeu du renouvellement du tissu productif demain, qui n'a pas été du tout pris en compte dans la dernière période, et qui va s'accélérer, vu le changement de modèle qui est en cours. Est-ce que la question de fond à poser n'est-elle pas quelle est la nature du changement, quelle est la part de nos vieux instruments qu'il faut revisiter et optimiser, et quelle est la part à l'inverse d'un sujet qui doit se traduire par un changement général de culture, c'est-à-dire d'approche de l'ensemble des acteurs. Merci pour cette question très large. Qui se risque? Marcos? Oui. If we break down the molecule of innovation and try to figure out what are the constituent elements of it, I think very clearly we see four. There's obviously research and development, therefore there's an element of knowledge. There's an element of capital. There has to be the funding, the investment that is quintessential. There has to be an element of entrepreneurship, and perhaps that's where your question touches, because there has to be either a culture change or a culture deepening towards the entrepreneurial drive. And I think sometimes people play down the importance of the fourth element, which is the holding environment, the institutional framework, or sometimes even the geographical, the physical space within which the first three elements interplay with each other. Amartya Sen, for example, from Harvard University, he came up with a very interesting concept called the Technology Achievement Index, in which he creates a geography of research and innovation around the world, and he will identify those geographical spots in which these four elements bring together. There's also very important work now that you may know called Why Nations Fail, in which this cultural change, the institutional framework, is brought into the fore as one of the most important drivers of innovation being directed to, the entrepreneurial element as essential to the success of innovation. Patrick? Oui, monsieur, je trouve que votre question est remarquablement pertinente. Je vais vous donner un exemple terriblement d'actualité. C'est que le modèle qui sert à financer notre système de soins en France, qui a été bâti au lendemain de la guerre, n'est absolument pas capable d'apporter une solution à l'innovation de rupture en matière de santé. Nous essayons modestement dans le médicament d'en apporter la démonstration et d'inciter les autorités, ce n'est pas un gouvernement plus qu'un autre, mais c'est un problème malheureusement récurrent, à changer le business model qui permet de financer notre système de santé et d'assurer l'innovation de rupture. Nous en sommes malheureusement tout à fait incapables. Il suffit de regarder comment se font les plans de loi de finances de la sécurité sociale. Ils sont tout simplement comptables, c'est-à-dire on fait rentrer des crédits et on fait partir des débits. C'est des additions et des soustractions qui ne peuvent absolument pas tenir compte de réformes structurelles nécessaires à porter l'efficience des innovations de rupture et surtout à absorber dans le temps et la durée, quelque part, la portée de ces innovations de rupture. Et vous verrez malheureusement que si l'on ne fait pas grand-chose, ce que je crains, en termes de réformes structurelles dans ce pays, il y a un moment, ça va buter. Quand je dis buter, c'est-à-dire qu'on sera totalement coincé pour arriver à financer ces innovations qui sont en train de s'accélérer à un rythme considérable. Marion? Alors, en vous écoutant, je pensais à un exemple concret qui confirme, au fond, d'une certaine manière, tout en me disant un peu ce que vous en dites. C'est justement l'idée de regarder les quelques milliards de microbes qu'on a dans le tube digestif. C'est un chercheur d'origine croate qui, dans un laboratoire de microbiologie, a travaillé avec des écologues, des mathématiciens, puis s'est dit tiens, il y a quelque chose à regarder. Le tien, c'est curieux. Moi, j'aimais beaucoup l'expression de Cédric Villani tout à l'heure. Bon, il dit c'est curieux, c'est un laboratoire totalement international. Au moment où la Russie a exporté quelques chercheurs, il y en a eu. Enfin, c'est un milieu assez étrange de gens qui se challengent tout le temps. Mais il faut aussi une institution et de l'argent, parce qu'après, il faut monter des labos, il faut faire des expérimentations. Donc il faut à la fois, c'est ce que disait mon voisin, une institution, de l'argent qui parie sur quelque chose de risqué,
une idée de gens qui sont vraiment originaux et qui sortent de la boîte complètement, ils sortent de leur boîte disciplinaire, c'est parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont ouverts. Et puis maintenant, on est en train de construire le lien avec le monde médical, qui au début, s'était pas intéressé à notre affaire, parce qu'au fond, ils préféraient l'infectiologie avec un microbe, une maladie, et qui maintenant commencent à se rendre compte que c'est un lieu essentiel où va se jouer l'immunité, je pense que mon voisin est plus compétent que moi là-dessus, mais où va se jouer les défenses et beaucoup de choses. Donc c'est un cocktail un peu compliqué, mais qui demande quand même à un moment donné des investissements et de l'argent. Merci. Dernière question. Oui, Damien Bourreau, j'ai été responsable du financement de la recherche au ministère de l'Industrie et je suis chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie. En France, on a une bonne recherche publique, mais l'investissement dans la recherche par les entreprises est peut-être à un niveau insuffisant. Est-il important que le secteur privé, que les entreprises financent la recherche, investissent dans la recherche ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se fasse plus? Je crois que la réponse est évidemment oui, parce que un financement uniquement venant de l'État, c'est complètement déséquilibré. Ça... Oui, ça marche. Oui, un financement qui vient uniquement de la puissance publique est complètement déséquilibré. D'autre part, l'échelle auquel on se réfère à l'heure actuelle, l'Hexagone n'existe plus, l'Europe à peine. Et en fait, toutes les recherches que j'ai en tête moi, dans les domaines qui m'intéressent, elles font le tour de la planète. On a des partenaires coréens, américains. Il n'y a aucune recherche qui est faite simplement par une équipe toute seule quelque part dans l'Hexagone. Donc c'est les seuls qui ont une assise suffisamment large pour financer ça, c'est les grands groupes. Et encore, pas tout seuls. Souvent, en ayant chacun une coopération définie à l'avance, de façon à se partager les sujets. C'est comme ça que ça se place pour la suite du film. Et donc, c'est absolument essentiel que les entreprises soient là, bien sûr. On ne peut pas se dire qu'il y a des grands groupes internationaux qui se battent. Alors, vous avez évoqué le débat entre Apple et Samsung. Vous rajoutez Google dans la bataille et vous vous apercevez qu'en ce moment, il y a un combat titanesque pour savoir qui va gagner entre les... Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on y passe la matinée. C'est clair que les alliances que nous, on passe par rapport à un de ces acteurs-là, c'est totalement essentiel. Et ça part de l'innovation. C'est-à-dire qu'on se différenciera si on a un produit qui va faire un décalage quelque part. Et ça démarre maintenant, et ça démarre par des associations internationales financées par les groupes. Voilà. Donc la réponse à la question est évidemment oui. C'est ce que j'ai essayé de faire passer tout à l'heure. Et je répète ce que j'ai dit. Cédric, avant la conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est important que ça se fasse aussi dans les grands projets privés. Et je crois que, de manière importante, il y a derrière une question de culture. C'est là qu'on rejoint la question qui était là précédemment. L'expérience montre que ça prend beaucoup plus de temps de changer une culture que de changer une technologie. Et les changements de culture, très souvent, ils viennent par brassage des gens, rencontre des idées, ça va être la rencontre des personnes. Une statistique intéressante qui avait été présentée lors d'une dernière réunion du Conseil stratégique de recherche, je ne sais plus qui faisait l'exposé, c'était peut-être Jean Terme. En tout cas, il y avait une statistique sur le mixage entre universitaires et hommes d'affaires, on va dire, dans les conseils d'administration de grands groupes privés. Oui, et on voyait que côté... n'est-ce pas Marion, tu confirmes? Oui, c'est Jean. On voyait que c'était bien Jean qui nous présentait ça. On voyait que côté allemand, par exemple, au niveau de ces conseils d'administration, il y avait une mixité bien plus importante qu'en France. Donc, pas tellement que je pense qu'ils vont directement faire des décisions, agir et dire ceci, cela, mais le simple fait de parler avec des interlocuteurs, discuter avec eux, ça peut faire changer votre point de vue et vous amener, partie consciemment, partie inconsciemment, à changer la politique d'ensemble de votre entreprise. Merci. Si j'avais à titrer cette session, je la titrerais « Hymne à l'ouverture sous toutes ses formes ». Vous avez été remarquablement concis. Nous ne sommes donc pas à la recherche du temps perdu, mais Christian va faire la conclusion. Oui, donc malgré l'extrême diversité des intervenants et de leur secteur professionnel, je crois que ce débat a permis de dégager des convergences. Quand on a voulu planifier la session, on a essayé de trouver un ordre, une logique. On a décidé de ne pas en prendre, de laisser chacun s'exprimer. Et la logique, elle se reconstruit a posteriori. Donc grande convergence, d'abord pour dire que la recherche, c'est pas fini. On aurait pu conclure que
il n'y a plus grand-chose à trouver. Pas du tout. Il y a de plus en plus de recherche, c'est de plus en plus décisif. Deuxièmement, deuxième leçon, il n'y a pas de tarissement. La recherche change. C'est-à-dire que les grandes structures qui ont été élaborées au XXe siècle, d'où est née la recherche d'aujourd'hui, les grands programmes, les grands laboratoires, la recherche des grandes entreprises, tout ça mérite de changer. Alors le maître mot, ça a été répété plusieurs fois, c'est l'ouverture. Et ça, c'est aussi bien dans la recherche de base, la recherche scientifique, que dans la recherche orientée vers l'innovation. L'essaimage, hein, c'est le mot de Didier Lombard, il faut passer des cathédrales forteresses au networking et à la recherche de bazar, où on s'échange sans règles. Alors, autre leçon, le chercheur est l'ami du hasard. Il faut laisser les chercheurs chercher, sans trop forcément se préoccuper de rendement. La recherche donne des résultats contrastés, quelquefois les résultats sont minables, je reprends l'expression de Cédric Villani, puis d'autres époques, ça engendre des ruptures majeures de la société. Donc il faut composer avec le hasard. Alors c'est vrai également dans les entreprises où les dirigeants doivent en permanence protéger leur secteur de recherche de la tyrannie des comptables. Alors conclusion générale, je crois que nous sommes en voie de réconcilier l'économie et la recherche. La recherche traditionnellement n'est pas traitée comme un objet économique, ça obéit à des finalités supérieures, je dirais que c'est presque de l'ordre du sacré, l'amélioration des connaissances. Les chercheurs n'aiment pas beaucoup le mot économie. Quand on prononce le mot économie, ils voient immédiatement la menace de restriction de crédit. Donc je crois que notre réflexion montre au contraire qu'on peut tout à fait concilier l'économie et la recherche. Je pense que ce sera un des apports de notre session et de notre rencontre d'Aix.